Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce petit déjeuner de la Mobile Marketing Association. Pourquoi investir l'audio digital? On va en parler ce matin avec nos invités. Tout d'abord, un grand merci à Audion d'être partenaire de ce petit déjeuner. On aura différentes interventions des speakers Audion dans quelques minutes. Alors, un petit déjeuner structuré en quatre grandes étapes. Dans quelques instants, un mot d'accueil de Vadim Wichman, rapporteur de la commission publicité mobile à la Mobile Marketing Association, suivi d'un panorama du marché de l'audio digital avec une double présentation de Rodolphe Després de Médiamétrie et d'Agathe Lemuel de Kantar, suivi d'un keynote Comment être créatif en audio digital avec Salomé Brûlé-Dornon d'Acast et Sébastien Damande d'Audion. Et j'aurai le plaisir d'animer une table ronde, l'audio digital au cœur de la stratégie globale des annonceurs, réunissant Kamel Eladef d'Audion et Nicolas Deniel de Groupem. On démarre tout de suite par un mot d'accueil de Vadim Wichman. Vadim, comment ça va? Merci Jérôme, écoute, très bien de mon côté. Ravi de pouvoir faire une petite introduction sur ce deuxième événement de l'audio digital, mais le premier évidemment de l'année. Un sujet assez riche parce qu'on voit que, alors globalement, moi j'ai les derniers chiffres du SRI, en tout cas de ceux que j'ai pu voir, c'est à peu près 200 millions. L'audio digital représente 200 millions en France, donc c'est quand même pas rien, en croissance de 65%, je crois. On a pu voir aussi donc dans la Mobile Marketing Association, donc et dans la commission publicité spécifiquement, on a plusieurs groupes de travail sur différents sujets, le Drive to Store, la convergence, l'audio digital et la créativité. Et au sein de la créativité, on a pu voir lors des premiers Mobile Creativity Awards, que le gagnant était d'ailleurs Audion, sur de l'audio, une campagne d'SEO audio digital. Donc on voit qu'effectivement, on peut être créatif, on voit que c'est un marché qui grandit, on voit aussi que c'est exploité sur des stratégies autres que simplement des campagnes branding digital, mais aussi dans des activations, par exemple Drive to Store, parce qu'on a sorti, ne serait-ce que, je crois que c'était la semaine dernière, le baromètre Drive to Store Ouais, c'était de jeudi l'ANEMA. au C'était Adem Tech jeudi, Forum. exactement. On était ensemble d'ailleurs sur scène, Jérôme, à ce moment-là. Et on a pi voir que 32% des annonceurs exploitent l'audio digital dans des activations Drive to Store. Donc on voit que l'audio digital devient vraiment complet. Mais je ne veux pas spoiler parce que je pense qu'on le verra tout au long de cette matinée. Mais en tout cas, ravi de voir que cette commission est toujours très active, et notamment ce GT audio digital avec de plus en plus de membres produit et fait avancer le marché sur l'audio digital. Très bien, merci Vadim pour ce mot d'accueil. Et on va d'ailleurs donner tout de suite la parole à deux membres du GT Audio Digital de la commission publicité, Rodolphe et Agathe, pour un panorama du marché de l'audio digital. Rodolphe, Agathe, bonjour. Bonjour Jérôme. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Alors, je crois que c'est Rodolphe qui commence avec quelques slides. Je passe directement dessus? Oui, on y va. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais vous partager quelques tendances clés sur la consommation d'audio digital. L'idée est de répondre aussi à la question qui nous ressemble tous aujourd'hui, pourquoi investir l'audio digital? Alors, les chiffres que je vais vous présenter sont tous issus d'une même étude qui s'appelle Global Audio. Alors, cette étude, on l'a lancée il y a presque 4 ans et on l'a fait une fois par an. Et elle nous sert tout simplement de baromètre pour comprendre la transformation des usages audio. Donc, quand je parle des usages audio, c'est l'usage audio dans leur globalité. Ça peut être de la radio offline, ça peut être des podcasts, du streaming audio, des livres audio, etc. Voilà. Ici, ce matin, évidemment, on va se concentrer uniquement sur une partie des usages audio et sur l'audio digital monétisable, puisque c'est évidemment ce qui nous intéresse ici. Donc, vous voyez à gauche ce qu'on a entendu par l'audio digital monétisable. C'est à la fois la radio en direct sur Internet, à la fois les podcasts, qu'ils soient replay, qu'ils soient natifs, et à la fois le streaming musical audio. Donc, quand on regarde d'une façon très macro la consommation de ces contenus, vous le voyez très bien sur le graphique, le premier enseignement, c'est que la crise a accéléré la croissance des usages audio. On était, vous voyez, en février 2019, février 2020, autour de 55%. Donc, comment se lit ce chiffre? C'est 55% des internautes 15 ans et plus
déclarent avoir écouté au cours du dernier mois au moins un contenu audio digital dont on parle ici. Et vous voyez que après la crise, on est passé de 55% à 62%, ce qui représente en millions, enfin en français, tout simplement, près de 30 millions de Français qui chaque mois consomment un contenu audio digital monétisable. Donc voilà, on voit bien ici, ça répond, c'est un premier élément de réponse, pourquoi investir l'audio digital. Bon, tout simplement parce qu'il y a une capacité à aller toucher Il y a désormais. de la couverture, il y a du reach, c'est ça. Exactement, tu l'as dit mieux que moi. Il y a de la couverture, il y a du reach. Donc, c'est évidemment un premier point assez rassurant. Et puis, ça progresse. Ça progresse, donc c'est très positif. Une belle dynamique. Pratiquement les 2 tiers des Français désormais qui ont accès à ce type de contenu. Des Exactement. internautes. Des internautes, ouais, bon, sachant que les internautes représentent quand même une très large partie des Français. Donc, voilà. Le deuxième enseignement, c'est quand on regarde dans le détail les différents leviers, donc je vous parlais tout à l'heure des 3 leviers, on voit que tous progressent. Donc, on ne peut pas dire que l'audio digital est porté spécifiquement par un levier, non, tous progressent. Que ce soit la radio en direct, donc vous voyez, radio en direct ici, c'est à la fois la radio FM écoutée, les radios FM écoutées sur Internet, mais aussi les web radios qui ne sont diffusées que sur le web. Les podcasts progressent également. Ici encore, la progression, c'est à la fois les podcasts de replay radio et les podcasts natifs. Les deux progressent. Et enfin, le streaming musical audio gratuit, qui, vous voyez, progresse fortement. Donc, c'est un point très positif, c'est que tous les leviers sont en croissance. Le troisième enseignement, c'est sur le profil. Alors, évidemment, dès lors qu'un usage se démocratise, évidemment, il touche de plus en plus de personnes et son auditeur type est de plus en plus large. Néanmoins, l'audio digital garde cette capacité à toucher un public, je pense, assez intéressant d'un point de vue ciblage. Parce que pour, je pense, 2 choses surtout. La première chose, c'est sa capacité à toucher un public jeune. Vous voyez, on est près de la moitié des auditeurs d'audio digital qui ont moins de 35 ans. Et évidemment, ça, c'est un chiffre important quand on sait à quel point les médias traditionnels ont de plus en plus de mal à toucher cette cible jeune. L'audio digital le permet. Et le deuxième point qui je trouve intéressant dans ce profil, c'est évidemment la part de CSP+. On est à plus d'un tiers des auditeurs qui sont CSP+. Et là encore, d'un point de vue publicitaire, c'est évidemment une cible très intéressante, très premium. Et enfin, j'ai souhaité finir par un petit focus sur les podcasts. Alors, les podcasts, évidemment, c'est un sujet très important du moment. Et l'idée ici, c'est de traduire la notion d'engagement des auditeurs vis-à-vis des podcasts. Alors, cette notion d'engagement, elle est assez dure à quantifier, mais on a essayé de ressortir ici quelques indicateurs qui, je pense, traduisent bien cet engagement. Le premier, c'est ce qu'on appelle le taux de complétion. Vous voyez, 93% des personnes qui écoutent des podcasts déclarent écouter plus de la moitié des podcasts qu'ils écoutent. Et même, on a une majorité qui déclare écouter un podcast dans son intégralité. Donc ça traduit bien l'attention de l'auditeur pour le contenu qu'il écoute. Et donc, on peut transposer ça, évidemment, l'attention versus la publicité auquel il pourrait être exposé. Le deuxième chiffre qu'on a mis, c'est quelque part un peu un taux d'interaction. On est près de la moitié des auditeurs de podcasts qui déclarent recommander ou noter les podcasts qu'ils écoutent. Donc là encore, très intéressant d'un point de vue publicitaire, puisque ça traduit bien l'engagement des auditeurs et leur pouvoir de prescription pour aller répandre la bande parole autour d'eux. Le troisième indicateur, c'est la capacité des gens, enfin, en tout cas, l'intention des gens qui se disent prêts à payer pour écouter des podcasts. Donc, on est à 20%, un auditeur sur 5 qui se disent oui, je suis prêt à payer pour écouter mon podcast. Donc là, ça traduit bien l'attachement à ce format. Et enfin, le dernier chiffre qui est aussi intéressant, je trouve, on a demandé aux parents qui écoutent des podcasts s'ils faisaient écouter des podcasts à leurs enfants. Et vous voyez, plus des 2 tiers disent oui, il m'arrive de faire écouter des podcasts à mes enfants. Et là, je pense, ça traduit bien la confiance que ces gens ont pour faire écouter des podcasts à ses enfants. Je pense qu'il faut avoir quand même confiance dans le format. Et on touche du doigt aussi un autre point, alors qui n'est pas le sujet là, mais qui est aussi le sujet de la surexposition aux écrans. Je pense qu'évidemment, l'audio digital est un très bon levier face à cela. On peut parler du coup d'un média un peu plus premium que la moyenne. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier ces excellents indicateurs ?
Oui, enfin, premium en tout cas, qui oui, permettent de toucher un public engagé, un public avec un profil qui est peut-être parfois difficile à toucher ailleurs, hein, les jeunes. Alors, CSP+, donc quelque part premium. Donc oui, il y a une capacité à toucher un public, je pense, qui a de la valeur. Ouais. Très bien, en tout cas, on voit que c'est un environnement de qualité. Exactement. Merci Rodolphe Merci, Jérôme. pour ces premiers éléments. On enchaîne tout de suite avec les chiffres Kantar du panorama de la consommation de l'audio digital en Europe. Oui, Agathe, effectivement. Donc, on va s'intéresser au panorama donc, sur le marché de l'audio digital. On va commencer par le marché français, puis après, on va regarder aussi ce qui se passe dans 3 autres pays européens. Donc, selon l'étude Kantar TGI France 2021, presque un Français sur 2 écoute de l'audio digital, que ce soit des web radios, des podcasts ou de la musique en streaming. Donc, c'est quand même un chiffre très important. Ils déclarent d'ailleurs que l'accès via Internet a changé leur façon d'écouter la radio, notamment car ils privilégient l'écoute sur smartphone à 54%, devant l'ordinateur à 36% et loin devant les appareils connectés, enceintes, montres ou TV connectées qui représentent moins de 10% des écoutes. On voit aussi que l'écoute à la maison est prédominante. Bon, si je comprends, on est tous enfermés chez nous depuis presque 2 ans, donc c'est normal. et ça va continuer encore quelques semaines. Malheureusement, j'en ai bien peur. Et en termes de contenu, on voit que les auditeurs de podcasts écoutent majoritairement les émissions de radio en live ou en replay. Effectivement, les auditeurs sont plutôt fidèles aux stations radio qu'ils écoutent via les autres canaux et qu'ils continuent à écouter maintenant sur leur smartphone et via des podcasts digitaux. On va maintenant regarder ce qui se passe donc, dans les autres pays européens. Donc là, on est sur une étude Kantar TGI Europa 2021 qui nous permet de voir et de comparer donc, sur 4 pays d'Europe, même si effectivement on compte que les Anglais sont dans l'Europe. Et donc, on voit que donc, le poids dans la population de 15 ans et plus qui écoute la musique en ligne, la France est le premier pays en termes de taux de pénétration sur ce marché, avec 45% d'audionautes, suivi par l'Angleterre avec 27%. L'Allemagne, environ un quart de sa population aussi utilise ce levier digital, et l'Espagne est loin derrière avec seulement 15% d'audionautes. Comment on peut expliquer ces bons chiffres français? C'est effectivement la France, elle a peut-être plus d'affinité avec la radio et a plus développé ce canal-là. C'est vrai que sur les autres pays, on le remarque, ils sont moins intéressés sur ce levier-là, peut-être moins d'habitude de consommation de ce type de podcast. Il y a peut-être une offre aussi plus limitée. Mais à l'inverse, donc par exemple, les Espagnols, ils sont peu nombreux en termes sur la population globale, mais quand on regarde sur les internautes, donc ceux qui sont déjà plus affinitaires avec tous les leviers digitaux, là, pour le coup, ils sont largement dominants puisqu'ils sont 63% des internautes de 15 ans et plus à écouter effectivement des podcasts et des contenus musicaux en ligne. Donc là, ils sont devant les autres pays européens. On va donc du coup là regarder un petit peu quelle est la façon dont ils écoutent les podcasts. Donc toujours les Espagnols par exemple, ils sont très réguliers et très réguliers dans l'écoute des podcasts, puisqu'ils l'écoutent 45% au moins 3 fois par semaine, donc ce qui est un score assez élevé. Alors qu'en France, on est seulement à 27%, 25% chez les Anglais et tout juste 20% en Allemagne. En termes de contenu, on n'a pas tous les mêmes goûts selon les pays. En France, on va plutôt écouter des podcasts musicaux. Les Anglais et les Allemands vont plutôt écouter des podcasts sur l'humour. Et les Espagnols vont écouter à 30% des podcasts sur la culture. Bon, après, ça reste une offre très variée. Tout le monde écoute un petit peu de tout, mais voilà, ça, c'est les points dominants. Enfin, on a posé la question à nos panélistes français, anglais et allemands pour savoir ce qu'ils pensaient de la publicité dans les podcasts. Et ils sont une bonne partie à trouver ça plutôt intéressant. Et même, ça leur fait évoluer la perception qu'ils ont de la marque. Donc, on a un taux de perception positive de 17% chez les Français, pareil chez les Anglais, et 11% chez les Allemands. Malheureusement, chez les Espagnols, l'échantillon était trop réduit pour qu'on puisse avoir un score qui soit suffisamment pertinent à utiliser.
Mais voilà, c'est important donc d'avoir un discours de marque qui est pertinent et qui se démarque. Et ça, on va le voir aussi plus tard dans la suite des différentes interventions, comme quoi la créativité est importante. Maintenant, on va se poser la question de qui sont nos podcasts dans les différents pays. En France, on a un tiers des auditeurs qui appartiennent donc aux 30-40 ans et ils ont une forte appétence pour découvrir des nouvelles marques et acheter des produits qu'ils ont vus ou entendus en publicité. Au Royaume-Uni, 60% des 15-25 ans écoutent des podcasts régulièrement. Ce sont plutôt des acheteurs spontanés qui se laissent volontiers influencer par la publicité. En Allemagne, les audionautes, qui sont plutôt en suraffinité avec la génération Z, même si ce n'est pas effectivement la population majoritaire, mais ils ont un indice d'affinité très fort à 181. C'est une population qui est fidèle à une marque et qui n'est pas trop fidèle à une marque et qui préfère se laisser tenter par la découverte pour être à la pointe des nouveautés. C'est ce qu'on appelle l'expert shopper. Pour finir, du côté espagnol, 72% des auditeurs de podcasts ont entre 25 et 55 ans. Ils ont l'habitude de participer à des discussions en ligne sur les marques et font régulièrement des achats en ligne. Donc, ce qu'on voit en fait sur cette population d'audionautes, c'est une population qui est plutôt en affinité avec tout ce qui se passe en ligne, qui est très digitalisée, qui est plutôt appétente à découvrir les marques et aller chercher un petit peu plus d'infos sur les marques et les découvrir, que ce soit via l'audio ou via d'autres canaux digitaux. Voilà, maintenant on a eu un beau panorama sur les pays européens. Je vais laisser la parole aux autres keynotes. Bah oui, effectivement. Merci beaucoup, Rodolphe et Agathe, pour tous ces chiffres qui permettent de prendre la mesure des nouveaux usages autour de l'audio digital. Et puis, on voit effectivement que ce sont des environnements qui sont tout à fait appropriés pour la publicité. On enchaîne effectivement avec un keynote organisé par Salomé Brulé-Dornon et Sébastien Damande. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc vous allez nous expliquer comment être créatif en audio digital. Tout à Salomé. fait. Donc j'enchaîne directement avec les slides. Je veux bien. Je veux bien. Merci beaucoup. C'est vrai que voilà, donc le podcast, c'est le nouveau terrain de jeu créatif pour les marques. Les marques, elles investissent l'audio digital afin d'aller chercher une nouvelle audience et finalement travailler sur leur innovation. Et cette innovation-là, elle passe par la créativité. On va remarquer deux typologies de marques qui investissent le podcast. On va avoir des acteurs venant de la radio et qui souhaitent investir donc voilà, ce nouveau terrain de jeu créatif, et des acteurs 100% digitaux. Mais alors, c'est vrai qu'on peut se poser cette question. Pourquoi le podcast séduit les annonceurs ? Eh bien, pour plein de raisons différentes. Tout d'abord, ça va être l'attention de l'auditeur qui est extrêmement importante. Pour rappel, le podcast est écouté à 90% au casque. On se crée donc une bulle finalement. Et cette attention, elle est renforcée par le faible encombrement publicitaire qui est présent en audio digital. Ensuite, il va y avoir l'intégration éditoriale. C'est vrai que voilà, le message publicitaire, il est très souvent adapté à la thématique du podcast et ça permet voilà, d'avoir un message qui est plus impactant et plus fort. On va avoir également l'influence des podcasteurs. Les podcasteurs, ça reste des influenceurs. Ils apportent une caution, un gage de qualité à leur communauté et ils ont des communautés qui sont extrêmement engagées. On le remarque notamment par tous les feedbacks qu'ils nous donnent à chaque fois qu'on lance des campagnes avec eux. On va aussi avoir un format plus long, on va dire. Contrairement à la radio où le débit est très rapide, en podcast, on prend le temps de se poser. On prend le temps de se poser pour écouter un podcast. On prend le temps aussi, côté podcasteur, de se poser pour parler à sa communauté. Il faut savoir que le temps moyen d'un podcast, c'est 26 minutes, donc c'est à peu près la durée d'un trajet. Et c'est bien plus long que n'importe quelle, émission digitale, on va dire, que n'importe quel contenu digitaux. Et puis, on va avoir également cette créativité-là qui est par ce format, en fait, tout simplement bien plus forte. Finalement, l'audio, ça reste un support. Et puis, à partir de ce support-là, on peut créer à l'infini. Et on a des petits cas qu'on va vous montrer tout à l'heure. Et puis, cet ensemble, finalement, de facteurs, ça crée une proximité très forte entre le podcasteur et l'auditeur. Pour rappel, c'est vrai que voilà, le podcast, on appelle ça le média de l'intime. Je veux bien qu'on passe, merci, à la slide suivante. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui 3 formats phares du podcast. Il y en a d'autres, mais voilà, les plus importants, ça reste le spot audio, le sponsoring et le branded content.
pour parler du spot audio. Je veux bien la slide d'après, s'il te plaît. Merci. Donc, le spot audio, voilà, en fait, l'idée, c'est de sortir du spot type radio pour aller s'adresser plus efficacement à une audience qui écoute du podcast. Pour ça, on a une large créativité, une large liberté créative, on va dire. On va d'abord parler du son binaural. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du son en 3D. Donc, c'est lorsqu'on va avoir un audio qui va passer quand on écoute au casque d'une oreille à l'autre. Ça permet d'avoir une expérience assez intéressante, assez importante auprès de son auditoire. On va également avoir des spots parlés, dont je vais vous en faire écouter un tout à l'heure, qui est entre le spot parlé et la SMR avec BMW. Mais voilà, vraiment, on prend le temps de se poser, on parle calmement et on explique les choses. L'idée, c'est de prendre finalement ces 30 secondes de type spot classique, mais de vraiment prendre le temps d'expliquer tout ce qu'il y a à dire, puisque comme il y a à chaque fois 1 à 2 spots publicitaires par podcast, finalement, ça ne sert à rien de parler très fort et de crier pour se faire entendre. On va avoir également la déclinaison des spots. Donc, cette partie-là, ça va être vraiment pour s'adapter à différentes cibles, à différentes thématiques de podcast, faire du ciblage contextuel. Voilà, on ne va pas s'adresser sur des podcasts de bien-être comme on s'adresse à des podcasts de sport, par exemple. On va également avoir de l'ASMR. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'ASMR, on va dire que c'est une technique de relaxation par des sons. Ça a été très en vogue sur YouTube, hein, les petits bruits de bouche, les petits bruits de doigts, etc., etc. Ce sont des choses qui sont extrêmement relaxantes. Alors, on aime ou on déteste, mais c'est vrai que ça laisse personne indifférent et ça permet de créer des messages extrêmement impactants. Et puis, on va avoir la DCO, Dynamic Content Optimization, mais cette partie-là, je vais laisser Odion en parler tout à l'heure. Du coup, oui. On écoute le spot audio, du coup, BMW. Oui, tout à fait, exactement. Qui combine un petit peu ces différentes techniques. Hein. Il y a de la SMR, on chuchote un peu. Exactement. Il y a un son binaural également? Non, il n'y a pas de son binaural. En tout cas, il y a un son d'excellente qualité. Allez, on l'écoute. Imagine a space, quiet, calm, serene, crafted with the finest materials, both innovative and sustainable. Now imagine driving in that space. In a pure electric car with instant torque acceleration and a more dynamic drive. Introducing the new BMW i3S. Performance, there's no need to shout. Ouais, on a la limite des murmures, hein, et on entend les bruits de la voiture, Exactement. la porte qui claque, la clé de contact. Voilà, c'est extrêmement intéressant. C'est une intéressant. expérience immersive et presque intime. Ils ont réussi finalement à reproduire tout l'univers BMW en un spot audio. Et puis, on sent évidemment l'environnement premium qui est cohérent évidemment avec le positionnement de la marque. Exactement. Très bien, merci pour cette première démonstration. Pour parler maintenant du sponsoring, le sponsoring, c'est le format phare du podcast. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lorsque c'est le podcasteur qui va prendre la parole pour présenter un produit, une marque ou les valeurs d'une marque à sa communauté. C'est un format plus long que le spot audio, il peut durer jusqu'à 2 minutes. Il permet vraiment de mettre en scène la marque en travaillant une créativité sans limite. On peut retrouver notamment outre-Atlantique des chansons, des sketchs, des anecdotes. C'est vrai que c'est un terrain qui est de créativité qui est très fort pour les podcasteurs et qui rendent les messages de marque ultra impactants auprès de leur communauté. Cela se traduit par un chiffre que le CSA a sorti en octobre de cette année. 62% des auditeurs ont réalisé une action après avoir entendu une marque sponsoriser un podcast. Voilà, donc c'est un chiffre, je trouve, qui parle de lui-même. Et pour ça, je vais vous laisser écouter un sponsoring que nous avons réalisé avec l'application de langue étrangère Babel et le podcast Le Floodcast, qui est l'un des plus gros podcasts sur la communauté 18-35 ans. C'est un autre registre. Hola, buenas noches y bienvenido al Floodcast. Qu'est-ce que c'est que ça, Adrien? C'est un traducteur, c'est pour s'ouvrir au marché international. Mais c'est ridicule comme idée. Utiliser un traducteur ou s'ouvrir à l'international? Bah, les deux en fait. Mais non, tu vas voir, vas-y, fais comme d'habitude. Ok. Bonjour Adrien, comment vas-tu? Buenos días, Florencio. Bon, allez, tu crois vraiment que ça peut marcher ton truc?
Si, Tu trouves que le rythme est bon? si, Tu trouves pas ça ridicule? Si. Bon, écoute, si vraiment tu veux apprendre une autre langue, utilise plutôt Babel, B-A-2-B-E-L. C'est une méthode conçue par des experts en langue, des cours basés sur des conversations réelles, avec des fonctions interactives, comme la reconnaissance vocale. Et en plus, avec le code INFO, tu auras 3 mois gratuits en souscrivant un abonnement de 3 mois. Il suffit de te rendre sur babel.com/parler, B-A-2-B-E-L.com/parler. Alors, t'en penses quoi? juego de calamar. Allez, générique. Ah, c'est différent. C'est complètement différent. On ne s'adresse pas à la même cible non plus. Voilà, mais en tout cas, les podcasteurs s'engagent et ils engagent leur communauté, j'imagine, plus qu'un spot créé par un tiers, c'est ça? Exactement, tout à fait. Et c'est intéressant parce que du coup, avec du sponsoring, on peut faire à la fois du branding, mais aussi de la performance en intégrant des codes promotionnels en sponsoring. Très bien. Merci pour ces 2 premiers exemples. On poursuit donc avec aussi l'usage des influenceurs qui sont aujourd'hui incontournables dans cet univers. Exactement. Donc, c'est vrai qu'on a une nouvelle vague de podcasteurs qui viennent pour la plupart de YouTube ou de Twitch, qui sont extrêmement familiers finalement avec cette demande de communication des annonceurs. Et pour eux, le podcast, c'est un nouveau levier créatif. On retrouve ici par exemple Cyprien, Domingo ou Ken Kojandi que tout le monde je crois connaît, ou encore Hugo Décrypte qui a gagné pas mal de prix podcast cette année avec Apple Podcast et Spotify aussi. Et c'est vrai que ça leur permet d'engager davantage leur communauté et les marques qui souhaitent s'associer à eux. Et ça nous permet également de réaliser des campagnes à 360 à la fois en social media et en podcast. Ce qui est intéressant, qu'un Cyprien, par exemple, qui a commencé avec un blog, un Monsieur Dream, il y a 15 ans, puis qui a pris le virage YouTube, désormais, il investit le champ de l'audio digital. Exactement. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce sont ces influenceurs-là, quand ils arrivent dans le podcast, ils arrivent avec déjà énormément d'écoute, puisqu'en fait, il leur suffit de réaliser une vidéo sur YouTube pour dire « venez écouter mon podcast ». Et naturellement, ils amènent énormément de personnes à se mettre au podcast, dont certaines personnes qui n'en écoutaient pas avant. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est un vrai levier. C'est extrêmement important. D'évangélisation. Exactement. D'accord. Très bien. Et le dernier format, donc pour parler des épisodes co-brandés ou du branded épisode, c'est lorsque les marques souhaitent aller encore plus loin dans l'intégration de l'intégration des marques dans leur créativité. L'idée là, c'est de mettre en relation une marque avec un podcasteur pour créer un épisode ou une série d'épisodes au nom d'une marque. Ces épisodes sont toujours diffusés dans la chaîne du podcasteur. La marque, elle profite de la caution du podcasteur, de son influence et de sa communauté. Et en fait, nous, ça nous permet aussi d'aller garantir des audiences à la marque, puisque finalement, c'est toujours le nerf de la guerre, ça reste la performance et le fait que les podcasts soient écoutés. Et alors, pour cette partie-là, on n'a pas mis d'extrait parce que c'est trop long, mais je vous invite à écouter l'épisode co-brandé que nous avons réalisé avec Pénélope Boeuf et Freenaw qui s'appelle « Mon chauffeur et mon psy » sur le podcast L'Arnaque, ou encore, qui est vraiment complètement décalé, ou encore l'épisode « Calculer l'impact de ses achats » avec BNP Paribas et Chose à savoir Tech Verte, qui pour le coup est un épisode didactique, qui permet, l'idée c'est vraiment de positionner BNP comme novateur sur la green innovation. Donc voilà pour cette partie-là. Je vais laisser maintenant la place à Audion pour présenter sa DCO. Et oui, on va écouter Sébastien Damande, qui est Head of Publisher chez Audion. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous, merci Salomé. Pour aller plus loin, du coup, je vais vous présenter en quelques slides ce qu'est exactement la Dynamic Creative Optimization, donc la DCO. Et donc, du coup, pour ça, on va vous montrer quelques exemples et vous expliquer comment construire un spot intégrant de la DCO. Donc, cette technologie, elle offre en fait de multiples opportunités aux marques. On sait qu'elles utilisent déjà beaucoup le média radio avec des spots radio qui sont aujourd'hui ce qu'ils sont. Aujourd'hui, grâce à cette Dynamic Creative Optimization, on arrive du coup à optimiser et à mettre en place et à contextualiser un message en fonction de plusieurs possibilités de ciblage, type la géolocalisation, la temporalité, mais aussi la météo. Pour certaines campagnes, on peut aussi évidemment brancher quelques API pour avoir, par exemple, des créations qui s'adaptent en fonction d'un score d'un match
ou de différentes choses dans ce type-là. Donc, c'est vraiment permettre à l'ensemble des marques de pouvoir accéder à un message qui soit adapté en fonction de là où le mobinaute et l'internaute se positionnent dans l'espace ou dans le temps. Et donc, pour cela, on va utiliser le spot déjà existant en modifiant la signature sonore et en la rendant dynamique grâce à toutes les informations que le digital nous permet d'avoir dans tout ce qui va être bid request, etc. Et on va pouvoir optimiser et mettre un message qui va être adapté en fonction de chaque personne. Le deuxième point, ça va être en fonction de la data. Si on revient juste avant, voilà. Non, mais après, c'est bon. On va pouvoir passer à la suivante. En fonction de la data, aujourd'hui, on arrive, grâce au digital, toujours à pouvoir optimiser les messages en fonction de qui est derrière l'écoute du message, du contenu média. Et donc, pour cela, nous, chez Audion, on s'est mis avec Nielsen, justement, pour permettre d'avoir toute cette partie de data et pouvoir avoir des messages en DCO qui soient vraiment adaptés en fonction de l'internaute. Et donc, ça, du coup, on le construit comment? Ça arrive juste par la suite, grâce à cette mise en place. Donc, on prend un spot générique. On propose aussi la possibilité du coup, de réenregistrer un spot complet auprès des marques. Hein. Mais s'ils ne peuvent pas, on prend le spot générique, on change les variables que sont le lieu, la temporalité, la météo, car ce sont les trois plus grosses variables qui sont utilisées aujourd'hui. Et ensuite, on va pouvoir diffuser plusieurs spots en fonction de ces variables. On peut aller jusqu'à plus de 1000 possibilités en fonction des spots qu'on enregistre chez nous. Et en fait, sur l'ensemble des leviers digitaux et audio-digitaux, spécifiquement. Est-ce qu'on montre pour Gorillaz comment ça fonctionne? Ouais, exactement. Donc, sur Gorillaz, on va avoir deux variables. Je clique. Alors, là, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est parfait. Alors, donc, à gauche, on peut choisir l'horaire, c'est ça? Voilà, on va choisir l'heure. Et ensuite, on va aller juste à côté. On va choisir, du coup, le point of interest. Et donc, ici, ça va être la ville. Bon, et donc, en fonction, donc on va mettre Paris. Dire quoi? Ou Nice. On peut mettre... Allez, on va mettre Nice, tiens. Voilà. Nice à 10h du matin. Donc, ça, c'est ce que vont entendre les audionautes de Nice le matin. À 10h. C'est ça. Et donc, non, on va appuyer directement sur le player. Ouais, exactement. La journée passe, les réunions s'enchaînent et il faut penser aux courses. Concentrez-vous sur l'essentiel et faites-vous livrer toutes vos courses en quelques minutes avec l'application Gorillaz. Donc, une publicité liée aux courses du soir, j'imagine, mais qu'on entendait le matin, c'est ça? Voilà. Et là, si vous mettez, par exemple, 17h. Attention. Un apéro avec les copains? Ou perdre une heure dans un supermarché? Concentrez-vous sur l'essentiel et faites-vous livrer toutes vos courses en quelques minutes avec l'application Gorillaz. Avec évidemment un angle différent. Si on change de ville, on aura un message différent? Ce sera sensiblement normalement, la même chose. Ouais. Parce que là, du coup, la variable, elle change à la fin de l'audio. Donc, allez-y, mettez Bordeaux, par exemple. Un apéro avec les copains? Ouais, il faut avancer l'audio. Non, mais il faut avancer. Okay. Ou perdre une heure dans un supermarché. Concentrez-vous sur l'essentiel et faites-vous livrer toutes vos courses en... Ça sera la même campagne, mais bon, Ok, en tout cas, on sent bien qu'il y a des spots différents qui s'adaptent. Exactement. Et donc là, ça nous permet, via du coup cette technologie d'optimisation des créations, des contextualisations, d'avoir des acteurs qui ne faisaient pas d'audio ou des nouveaux entrants type Gorillaz qui viennent d'arriver en France. On rappelle, hein, c'est la livraison de courses à domicile. Hein. Ils viennent juste d'arriver en France, donc c'est une boîte allemande. Et donc de pouvoir arriver sur l'audio avec des messages qui sont adaptés. Ce n'est pas forcément des gens qui font de la radio à la base. Et du coup, on peut leur permettre d'avoir un message audio qui est totalement adapté en fonction des lieux, parce que évidemment, c'est de la livraison, il faut que ça soit adapté en fonction de la ville. Et donc ça, on arrive à le faire en quelques millisecondes au niveau de la diffusion. Et c'est vraiment en 24 heures pour enregistrer un spot de cette qualité. C'était pas un annonceur radio, Gorillaz? Non, pas du tout. D'accord, mais ils sont arrivés avec leurs codes digitaux dans cet univers de l'audio digital. Bon, là, dans le cas précis, c'est Audion qui a construit tout le spot et enregistré le spot. Mais oui, généralement, ils arrivent avec une base de spot et nous, on va venir derrière optimiser les différentes variables. Très bien, merci beaucoup Sébastien et merci beaucoup Salomé pour nous avoir expliqué effectivement comment être créatif en audio digital. Mais on va poursuivre nos échanges au cours d'une table ronde avec Nicolas et Kamel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Kamel, bonjour Nicolas. Alors salut Nicolas, Jérôme, salut Nicolas.
Ça va? Alors, Nicolas Daniel, Account Manager chez Mediacom, est-ce qu'on peut présenter cette grande agence en quelques mots, quelques chiffres, et puis votre périmètre au sein de cette agence, Nicolas? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, Mediacom, agence conseil du groupe M. Une des grandes agences mondiales, hein, Absolument. qui accompagne les annonceurs. Tout à fait, du groupe de communication WPP. Donc, effectivement, notre rôle, c'est de proposer des stratégies plurimédia à nos différents annonceurs pour mettre en avant leurs produits, leurs services, etc. Et donc, ton périmètre chez Mediacom, c'est l'audio? Pas seulement. Moi, je fais du plurimédia, donc je vais vraiment traiter toutes les problématiques des clients, côté conseil. Et après, évidemment, je travaille avec toutes les expertises du groupe, dont évidemment les personnes qui sont en charge des leviers de l'audio. Et je m'occupe principalement de 2 annonceurs que sont Sony PlayStation et Elanco. Et on parlera des opérations PlayStation dans quelques minutes. Avec plaisir. Kamel Eladef, co-founder de Audion. C'est ça. Donc, cofondateur, traduction en français. Ah, ouais, parce qu'on est bilingue, Kamel. Mais c'est ça. On s'amuse à passer de l'anglais au français assez facilement. Donc, je suis le cofondateur d'Audion, qui est une société technologique française qui est spécialisée dans l'audio digital. Donc, très rapidement, notre métier, c'est à la fois de construire des technologies pour permettre aux éditeurs, tous supports confondus au sein du format digital audio, que ce soit streaming, podcast, radio, presse écrite, donc de mieux monétiser grâce à nos technos leurs inventaires publicitaires. Et puis, c'est également permettre aux marques de communiquer de manière innovante et efficace autour de ce support. Donc, Audion, aujourd'hui, créé en 2018, début 2018, c'est une vingtaine de collaborateurs en France et au UK, car on a ouvert un bureau à Londres en début d'année. On est présent en Europe, on travaille avec de super beaux éditeurs, M6 Publicité, Prisma Media, pour ne citer que en France, Axel Springer en Allemagne, et puis on lance des campagnes pour des marques en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, Benelux et au UK. Et on essaie d'accompagner tout simplement la croissance du digital audio. Et on va en parler. En tout cas, on voit à peine 4 ans et déjà une belle croissance. Il y a une équipe d'une vingtaine de personnes. Nicolas, est-ce qu'on peut dire que l'audio digital, c'est un nouvel Eldorado, hein? On a vu les chiffres d'usage tout à l'heure de Médiamétrie et de Kantar. Est-ce qu'on peut peut-être partager des chiffres business, parce que je crois que le SRI, le syndicat des régies Internet, désormais publie les chiffres de l'audio digital. Ça pèse quoi à peu près? On se rend compte qu'effectivement, c'est une vraie source de diversification. Aujourd'hui, le streaming, les podcasts natifs, les web radios, ça représente plus de 18% du volume d'écoute des Français. Alors ça, c'est les usages? Oui, tout à fait. Et après, effectivement, ça reste très investi. On se rend compte que justement, sur l'investissement au niveau du marché publicitaire, on a une croissance à 2 chiffres qui parfois monte à 64% entre 2019 et 2021. Donc, c'est super, super intéressant pour nous. Ouais. Kamel, on peut compléter ces chiffres. C'est combien de dizaines de millions de mémoire? Ouais, alors pour compléter ce que dit Nicolas, il y a les chiffres du SRI qui sont sortis, donc qui analysent le premier semestre de l'année 2021. C'est une vingtaine de millions d'euros sur S1 2021 investis en audio digital. Donc la comparaison, elle est faite avec 2020, c'est plus 50% par rapport à 2020, même si le premier semestre était assez sinistré par la crise Covid, même si ça s'est plutôt bien relancé sur le second trimestre 2020. Et puis, c'est différents acteurs qui sont mesurés là-dessus. C'est les plateformes de streaming, des sociétés comme nous, Audion, Target Spot, les acteurs radio, des hébergeurs comme Ocha, Acast, etc. Après, quand on rentre dans le détail, régie par régie, en effet, les chiffres peuvent varier. Nous, cette année, à date, on est sur une croissance du chiffre d'affaires qui est comprise entre 2,5 et x3. Donc, l'année 2021, en effet, c'est une belle croissance pour l'audio digital. D'accord, donc ça reste un marché de niche. On parle en dizaines de millions d'euros sur un marché de la pub digitale qui se chiffre en milliards désormais. Mais ce qui est intéressant, c'est sa très, très forte croissance. Des croissances à 2 chiffres, évidemment, et pour certains acteurs, même à 3 chiffres, si je comprends bien.
C'est ça. Et d'ailleurs, pour compléter tout ça, on retrouve à peu près les chiffres alors peut-être à 20% de moins en termes d'investissement publicitaire qu'avait la vidéo il y a plus de 10 ans. Donc, au C'est la prémisse même de la vidéo. tendance, mais on est Exactement, c'est la même 10 ans plus croissance. tard et on va suivre les C'est mêmes ça. tendances. Nicolas, tu voulais faire un complément? Non, je suis plutôt aligné. Effectivement, j'allais effectivement en parler, mais on se rend compte qu'il y a une vraie similitude dans la croissance de l'audio digital avec celle qu'avait la vidéo. Donc, c'est super intéressant et on se dit qu'il y a encore plein de choses à faire. Et puis quand on voit le poids de la vidéo digitale aujourd'hui dans la publicité, on se dit qu'évidemment, c'est prometteur. Alors, un nouvel Eldorado, sans doute. C'est quoi son positionnement, Nicolas, par rapport au marché historique de la radio? Parce qu'évidemment, on fait le lien entre les deux. C'est complémentaire, c'est concurrent. Comment on pourrait expliquer la relation entre ces deux écosystèmes? Disons qu'effectivement, totalement complémentaire, dans le sens où aujourd'hui, les annonceurs vont aller investir dans l'audio digital en complémentarité pour aller faire du reach incrémental à la radio. On le sait parce qu'effectivement, avec entre autres la crise sanitaire, on a eu des présences au travail et donc dans les transports ou dans la voiture qui ont diminué. Donc forcément, on est plus au foyer et donc on va écouter les radios en replay, directement chez soi, etc., etc. Donc, il y a deux manières de le voir. Soit, effectivement, on vient le faire en incrémental à son plan radio, soit on va aussi aller chercher potentiellement des petits ou non consommateurs de radio qui préfèrent écouter de l'audio digital. Oui, on pense aux plus jeunes sur leur smartphone, par exemple. Ils n'ont pas forcément une radio FM, ils sont directement passés au smartphone et à l'audio digital. Exactement. Et donc, du coup, dans tous les cas, ça reste complémentaire. Et après, ça permet aussi à certains annonceurs, comme on l'a vu avec l'exemple Gorillaz, d'attaquer l'audio via le digital. Et puis, peut-être qu'après, ils se diront qu'ils iront en radio également. Kamel, ça serait quoi la relation entre la radio et l'audio digital? Écoute, je suis assez aligné avec ce que vient de dire Nicolas. Aujourd'hui, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. J'ai quand même une nuance. Non, mais on est relativement tous d'accord. De toute manière, on tire tous à peu près dans le même sens et on est tous convaincus qu'il y a une vraie croissance autour de l'audio et tout le monde travaille d'arrache-pied pour porter cette croissance. Si je dois avoir une nuance, c'est que, à mon sens, l'audio digital doit être considéré non pas comme un nouveau média, comme ça peut encore être le cas aujourd'hui, mais surtout comme un format du digital. Parce que le digital audio, ça s'achète de la même manière que, et on va en reparler après dans les questions qui vont suivre, de la même manière que le display et que la vidéo. Mais l'audio digital, c'est pas uniquement, Nicolas le disait, un complément de la radio. En fait, si on prend cet axe-là, au final, on peut aussi freiner la croissance du marché audio digital. L'audio digital aujourd'hui, c'est du digital. Il y aurait une continuité dans les contenus avec beaucoup d'émissions de radio qui sont en replay, mais par contre, il y a une rupture dans les formats avec effectivement toute la transparence et la mesure qu'apporte le digital. Ça serait ça le propos? Ouais, c'est ça. Et puis j'en reviens au même point que sur la question précédente. En réalité, c'est des similitudes qu'on retrouve avec la vidéo ou qu'on a pu voir avec l'essor du display également. Le display et la vidéo aujourd'hui ne sont plus considérés comme étant la suite de la télé ou de la presse écrite. Maintenant, c'est des formats à part entière. Très bien. Alors justement, Nicolas, qu'est-ce qu'ils attendent les annonceurs dans l'audio digital? On a entendu tout à l'heure le display, on a entendu le mot performance, on a même entendu le mot drive to store. Ils arrivent avec quelles problématiques les annonceurs chez Mediacom? Disons que c'est vraiment relatif à l'ADN de l'annonceur et des objectifs qui travaillent déjà sur ces leviers ou offline ou online. Après, effectivement, j'ai envie de dire tous, dans le sens où on peut faire du branding en faisant, comme on l'a vu tout à l'heure, du brand content, de la création, de la co-création de podcasts avec des animateurs. On a le sponsoring aussi de podcasts, comme on a pu le voir également, où on est vraiment un peu plus sur le branding. Les spots audio, entre guillemets, classiques, même si effectivement, on peut apporter énormément d'innovations qui font qu'on ne va pas travailler que cet item, ils vont fonctionner un petit peu comme la radio,
chercher à travailler la considération dans le sens où on va pousser l'audience à aller se renseigner un peu plus sur le produit. Et après, effectivement, Drive to Store, là où la radio le faisait à une certaine époque, aujourd'hui, l'audio digital le fait également. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut mesurer, parce qu'en digital, c'est quand même un peu plus facile et un peu plus direct de pouvoir mesurer l'impact potentiellement en magasin de nos performances de digital. Et ça, c'est super intéressant. Kamel, les annonceurs, ils veulent tout sur l'audio digital. Oui, c'est à peu près ça, et c'est ce qui est intéressant avec l'audio digital, c'est que tu peux appliquer à peu près tout ce que tu appliques déjà en digital. La manière d'acheter l'audio digital est similaire, c'est un achat au CPM, en programmatique, on peut y appliquer des liens de tracking sur les environnements qui sont cliquables, on peut aller plus loin sur la création grâce à la DCO, puis la mesure Drive to Store, Drive to Web, marketing. En fait, chaque annonceur, et nous on le voit très bien chez Audion, a des problématiques différentes. C'est amener du trafic sur site, c'est amener du trafic sur point de vente, c'est travailler la considération, l'agrément à la marque, faire du branding pur et dur. Et en fait, aujourd'hui, toutes ces problématiques sont gérables en audio digital. Et puis, on a la chance aussi d'avoir des inventaires qui sont aujourd'hui, qui commencent à être aujourd'hui colossaux dans leur ensemble. Si on additionne tout ce qu'on peut avoir en podcast natif, podcast de replay radio, plateforme de streaming, la presse écrite qui se lance sur le podcast, mais pas seulement. Il y a aussi la possibilité de transformer ces contenus écrits en contenu audio grâce au text-to-speech. On le fait avec notre technologie print audio chez Audion. On travaille avec plusieurs. On transforme un article, c'est ça, transformer un article de presse audio en émission audio, quoi. Exactement. Les technologies de text-to-speech aujourd'hui sont suffisamment précises pour nous permettre d'avoir un rendu qui n'est plus le rendu qu'on avait il y a quelques années de ça, très robotique, où tu as l'impression d'être dans une gare SNCF. Non, aujourd'hui, ça se rapproche très clairement de la réalité. Et donc, on a une possibilité d'aller créer de nouveaux Je tiens à inventaires. défendre les gares SNCF qui ont une très jolie voix, celle de Simone, qui d'ailleurs est en cours de digitalisation, je crois. Voilà, c'est ça. Mais ça reste une voix. Alors, ouais, ça reste. Simone reste. C'est pas le pire. Comédienne qui enregistre tout ça. C'est pas le pire. C'est pas le pire. En tout cas, effectivement, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits dans la synthèse vocale. Ouais. Kamel parlait des KPI. Alors, j'avais en tête, moi, que dans l'audio digital, il y avait une partie des podcasts qui n'étaient pas pubables parce les pubs étaient en dur. Nicolas, aujourd'hui, on a quand même des environnements qui sont beaucoup plus transparents et on peut avoir les mêmes KPI, donc d'impression, de mesure des taux de clic. Enfin, c'est comparable à ce qu'on fait en display et en vidéo. Oui, effectivement, je pense qu'on peut peut-être plus le comparer à la vidéo. C'est quand même un format qui est de plus en plus plébiscité par les annonceurs, l'audio digital. Et c'est effectivement par tous les avantages, tant en mesure qu'en créativité, que peut apporter ce levier. Donc, effectivement, on en parlait tout à l'heure, mais on a la couverture sur cible qui est super intéressant d'un côté, mais on va avoir aussi toutes les capacités de ciblage du digital où on peut aller effectivement très, très loin. Kamel parlait tout à l'heure du programmatique. Et ben, on peut plugger énormément de couches de data avant d'aller toucher notre cible. Et effectivement, ce que je pense retiennent aussi les annonceurs, c'est tout ce qu'on va avoir en plus de la mesure classique d'impression, clic et complétion, c'est tout ce qui va être sur la créativité. Moi, j'ai encore entendu l'exemple de la DCO tout à l'heure que je trouvais absolument excellent, d'avoir une communication locale. Il me semble que c'est des chiffres de chez vous, Audion, mais l'auditeur, il va avoir plus 93% de mémorisation et un avis publicitaire qui augmente de 31% lorsqu'on est justement sur de la DCO et sur un message personnalisé. Voilà, donc effectivement, quand les annonceurs voient ça, ils se disent bon, allons-y, quoi. Après, effectivement, il faut quand même faire très attention et s'adapter parce qu'on voit aussi beaucoup de clients et d'annonceurs se dire bon, je fais de la radio, j'envoie mon spot radio, on voit ce qui se passe. Il faut de plus en plus se dire je dois adapter mon message, mais c'est aussi le cas entre une pub télé et une publicité VOL. Voilà, il faut y penser et s'assurer qu'on a le bon message à la bonne audience. Nicolas, le business model de l'audio digital, c'est le CPM, comme on a eu principalement en display et en vidéo? Il doit y en avoir d'autres, mais à mon avis, c'est le plus pertinent aujourd'hui. Je ne sais pas, en fonction des partenaires, il y en a qui doivent proposer du coup peut-être au spot complété. Et puis après, ça dépend si on fait seulement du spot audio ou si on passe sur des thématiques de sponsoring de podcast, commanding.
Kamel, comment ils sont facturés les annonceurs et c'est quoi leur KPI? Oui, Nicolas le disait. Alors, sur la facturation, tu as le CPM. En fonction de la problématique de la campagne, ça peut aussi être un achat à l'écoute. Lorsqu'on veut médiatiser un podcast de marque, par exemple, il y a tout un tas de technologies qui permettent de le faire. Nous, on a un produit là-dessus qui nous permet de le faire. Toutes les logiques, branding, création de contenu, etc., là, en général, tu as des frais de production qui sont appliqués, etc. Mais en réalité, c'est de la facturation, entre guillemets, qu'on retrouve sur l'ensemble des supports digit. Oui, c'est du classique. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et pour compléter ce que disait Nicolas, et ce que tu disais aussi, Jérôme, sur le fait que les podcasts ne pouvaient pas être pubables parce que la publicité était diffusée en dur. En fait, aujourd'hui, la technologie nous permet de totalement nous aligner sur ce qui se fait en digital. Si ton ad serveur te permet de diffuser une publicité de façon dynamique, donc en server-side, côté serveur, ta publicité, elle va pouvoir être différente le lundi, le mardi, elle va pouvoir s'adapter en fonction de la météo, si tu es plugué à une API, en fonction de ta zone géographique, etc. Mais ça, c'est la technologie qui le permet et qui nous permet de nous aligner sur les standards en digit. Et puis, un des sujets aussi qui est aussi extrêmement important, c'est que on parle beaucoup du retour au local avec toutes ces marques qui ont une empreinte locale extrêmement forte et qui ont besoin de communiquer sur leur audience en local. C'est vrai que si je dois faire un comparatif avec le offline et la radio nous permettait… oui, a toujours été un média local, la radio. Exactement. Tu le vois avec les Indés radios ou avec ces radios nationales qui ont des émetteurs disséminés un peu partout sur le territoire. Je pense à Énergie ou encore à RMC qui te permettent aujourd'hui en radio offline d'aller plus loin dans la géolocalisation de tes campagnes. En revanche, c'est un procédé qui est extrêmement fastidieux parce qu'en réalité, si tu veux aller communiquer sur 180 émetteurs de ton réseau, c'est 180 campagnes qu'il faut intégrer dans ton média. C'est tout l'avantage de la DCO d'Ion, justement, pour gérer cette complexité multilocale, comme on dit. Voilà, le multilocal, comme disent les annonceurs Drive to Store. Nicolas nous a préparé un slide pour nous montrer ce qu'il a fait pour un annonceur PlayStation. Oui, alors je suis pas peu fier parce qu'effectivement, sur toutes les problématiques de créativité qu'on a vues un peu plus haut avec nos amis, on est pas mal avec cet annonceur. On teste pas mal de choses et on se rend compte qu'en plus, ça marche. Et ça, c'est génial. La seule chose qu'on n'a pas encore réussi à faire, c'est la DCO, mais je pense qu'on aura des discussions rapidement avec Kamel là-dessus. Avec plaisir. Donc, effectivement, quand un annonceur comme Sony PlayStation vient nous voir et nous dit on aimerait investir l'audio, on a des services chez Sony. D'abord, on l'écoute. Oui, évidemment. Là, il nous dit voilà, on a des services chez Sony PlayStation que sont le PS Store, le PS Plus, le PS Now. Comment est-ce qu'on les met en avant via l'audio? Donc, effectivement, on a réfléchi à des stratégies. Donc, évidemment, je ne suis pas tout seul à faire ça. Il y a toute une équipe chez Mediacom, chez GroupM, qui travaille avec moi sur le sujet et qui travaille la production. Donc, on va avoir les spots audio, on en parlait tout à l'heure. Là, effectivement, de notre côté, on est encore un peu, pas assez innovant peut-être dans le sens où on a des spots similaires à la radio. On va beaucoup parler de promotion. On va diffuser dans des univers de web radio, de streaming gratuit, de podcast. Une question idiote, les spots radio, ils font quoi, 30 secondes? Et là, il faudrait les raccourcir un peu. Ça serait quoi la différence au-delà, Non, dis-moi. Mathilde a allumé son micro. C'est fait hacker. Non, je pense que la durée du message, ce n'est pas un souci dans le sens où quand on a un message qu'on veut faire passer, le fait d'avoir un 30 secondes, sachant qu'on peut potentiellement être facturé à l'écoute, ce n'est pas un problème. Autant faire passer le message. C'est plus effectivement dans le message lui-même. Comment est-ce qu'on s'adresse en fonction de où est-ce qu'on va diffuser. Ça paraît important. Quand on diffuse que dans des web radios, c'est un peu logique qu'on ait de la publicité similaire à la radio. Sur du streaming ou des podcasts, on peut peut-être parfois adapter son message. Pareil, en fonction des ciblages. Tu vois, nous, on est beaucoup sur du gaming, du sport, l'entertainment, ce genre de choses. Donc, ça me paraît intéressant de le faire. Et après, effectivement, l'intérêt, c'est… on l'a dit tout à l'heure, l'auditeur, il est captif, il a ses écouteurs, son casque.
Et au-delà de ça, aujourd'hui, ça permet d'avoir une belle couverture sur cible. Et nous, on travaille avec différents partenaires, dont Audion et Acast, avec qui on échange depuis tout à l'heure. Donc, le deuxième format, c'est le sponsoring de podcast. Oui, tout à fait. Et effectivement, on parlait des Alors, influenceurs. est-ce qu'on avait une pub audio à entendre sur le premier spot audio? Oui, après, c'est un peu long. Je ne sais pas si tu veux passer. C'est assez sympathique. Ça fait 30 secondes, on écoute. L'offre jeu vidéo la plus folle du moment. On a mis une musique comme ça car la promotion que vous allez entendre est vraiment folle. Le pack PlayStation 4 500 Go plus FIFA 21 est à 299,99 €, soit 40 € de remise immédiate. Je vous l'avais dit, 299,99 € le pack PS4 500 Go plus FIFA 21, c'est fou. La promo PlayStation 4, du 4 au 6 décembre. Voir modalité dans les magasins participants. Ah zut, c'est fini. On ne peut plus en profiter. C'était une bonne affaire pourtant, hein, un beau cadeau de Noël. Plutôt sympathique. Je préfère prévenir le chat tout de suite. J'ai aucun plan pour avoir des PlayStation 5. J'allais poser la question. C'est pour ça. Et FIFA en plus. J'anticipe en plus. D'accord, donc ça c'est un super exemple. Deuxième super exemple, le sponsoring de podcast. C'est ça, on parlait influenceurs tout à l'heure et effectivement, en travaillant avec Acast, on a eu la possibilité, nous, d'approcher non plus sur du streaming Twitch, mais cette fois dans du podcast Domingo. Domingo qui est quand même aujourd'hui un des gars du streaming Twitch les plus costauds, hein, on ne va pas se mentir. Et effectivement, tous les mardis, ils se donnent rendez-vous sur Twitch. Ils parlent d'actualité avec Marie Parlot et Sardoche qui sont aussi des streamers. Et donc, ils vont parler gaming. Qu'on salue. Ah ouais, évidemment. Ils nous écoutent sans doute. J'espère. Et en fait, et on parle gaming, mais pas que. On va avoir des invités comme Didier Drogba aussi, ou même le rappeur Joker. Donc voilà, c'est assez cool. Il y a plein de sujets. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait dans son émission de Popcorn, Domingo avec PlayStation? Il va prendre la parole un peu comme on a vu tout à l'heure avec Flowchart, je crois, sur Babel, où il va dire les gars, super promo sur le PS Plus ce mois-ci. Vous avez vu la torgnole que j'ai pris à FIFA hier. Maintenant, voilà, si vous voulez jouer avec vos potes, utilisez le service, quoi. Nicolas, je propose qu'on l'écoute. Avec plaisir. Salut tout le monde, c'est PA, j'espère que vous allez bien. Le podcast du jour, il est réalisé en partenariat avec PlayStation Plus. Bon, j'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui nous ont vus nous faire gifler le lundi soir avec le FC Silmi. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est le service qui vous permet de jouer en ligne avec tous vos potes à FIFA, GTA, COD, vous retrouver en fait avec vos amis. Et c'est pas que ça. Ça vous donne aussi des réductions, du contenu additionnel. Et en plus, chaque mois, tu as entre 2 et 3 jeux que tu peux télécharger totalement gratuitement. Bon voilà, il y a pas mal d'avantages avec PlayStation Plus et si ça vous tente, il y a 14 jours d'essai gratuit si vous voulez essayer pour tout nouvel abonné. Du coup, moi je vous souhaite une excellente écoute de cet épisode de Popcorn. On se retrouve très vite, peut-être sur le terrain de FIFA. Pas mal, il s'est fait gifler apparemment. Il s'est fait gifler, je n'avais pas le terme, mais bon voilà. Mais voilà, c'est vraiment ce côté mise en contexte. On sent que l'animateur... là, forcément, il est Twitcher gaming. Il donne de sa personne. Hein, ouais. Et il donne un peu de sa personne. Il parle de sa vie, de ce qui lui arrive, de pourquoi il utilise le produit. Et donc là, forcément, les auditeurs, pour une marque, c'est génial d'avoir ce genre d'incarnant. Et le troisième format, donc le podcast co-brandé. Oui, alors au même titre qu'on a pu voir des exemples avec FreeNow et BNP, on a travaillé avec Acast, encore une fois, si je ne m'abuse, pour Chose à savoir, Culture G et les rendez-vous jeux, où en fait on va avoir des épisodes où on va carrément parler du produit de Sony PlayStation, parler du PlayStation Store, du PlayStation Plus, du PlayStation Now. Ce qui est vraiment cool, c'est que l'animateur va parler un peu aussi de son vécu, mais là, on est carrément sur un épisode de 30 minutes où on ne parle pas uniquement du produit, mais tout aussi un petit peu autour. La dématérialisation des jeux vidéo, ce genre de choses, en tout cas, c'est super intéressant. Alors, 3 beaux exemples. Pour Sony, l'audio digital et les podcasts, c'est devenu incontournable. Aujourd'hui, ils sont contents de ces opérations et ça pourrait prendre de plus en plus de poids à l'avenir par rapport à ce qu'ils peuvent faire en radio, en télé, en digital global.
On croise les doigts. Ils sont contents, je crois. Ils étaient contents de ces opérations. Non, il y a de beaux résultats. Il y a de très beaux résultats. Tout le monde est très content des contenus qui sont créés ou diffusés. Donc, on n'est pas peu fiers. Et encore une fois, je remercie toutes les équipes avec qui je travaille là-dessus parce que c'est du taf. Mais quand l'annonceur, en plus, est content derrière, on est ravis, quoi. Ouais. Kamel, une belle opération pour PlayStation et on sent ce travail d'évangélisation qui est fait par les agences pour embarquer avec elles les grands annonceurs du marché et l'audio digital, ça va désormais être effectivement au cœur de leur stratégie, non seulement digitale, mais même globale en matière publicitaire. Oui, absolument. Écoute, on l'observe déjà depuis un certain temps. Je dirais, oui, depuis 2020, depuis la reprise après Covid. De plus en plus d'annonceurs, des annonceurs qui ne sont pas uniquement issus du monde de la radio comme on pouvait le penser il y a encore quelques années. Et même nous, en se lançant chez Audion en 2018, c'est ce qu'on se disait. La première target, c'est d'aller voir des annonceurs de la grande distribution ou autre, du retail principalement, de l'automobile, qui font de la radio et qui du coup vont aller faire de l'audio digital. C'est logique, ils le font, mais pas que. Quand on regarde, nous, chez Audion, côté... il y a des startups, il y a l'exemple de Gorillaz qui est intéressant. Ils ne faisaient pas de pub radio et ils ont fait de l'audio digital directement. Absolument. Et puis, tu as aussi des groupes de e-commerce. On travaille avec Amazon, AliExpress, les néobanques comme N26, on a du Boursorama, du Blablacar. Enfin bref, il y a tout un tas d'annonceurs, tout secteur d'activité confondus qui aujourd'hui se mettent à l'audio digital. Et encore une fois, ils se mettent à l'audio digital en prenant l'audio digital comme un format et comme le troisième format du digital avec la vidéo et le display. Et c'est pour ça que le marché arrive à croître depuis l'année dernière, à croître fortement. Et la croissance sera donc, on le disait, comparable à celle de la vidéo. Donc, si on se projette, je ne sais pas, à 2030, ça sera un levier vraiment aussi important que dans le passé, il y avait la télé, la radio et la presse écrite. Enfin, il y aura ce trio, quoi. Ouais, c'est ça. Sur le digital, tu auras le display avec la vidéo et l'audio digital. Ouais, alors 2030, c'est se projeter assez loin. On sera plus tout jeune. Que d'ici, c'est vrai, on aura un peu plus de cheveux blancs. mais en effet, dès 2024-2025, les prévisions sont assez intéressantes pour le marché de l'audio digital, ouais, absolument. Ouais. Alors, on parlait d'Amazon comme annonceur. C'est aussi un acteur de l'audio digital au travers d'une plateforme comme Twitch, par exemple, dont il est propriétaire. On sait aussi qu'Amazon a beaucoup investi dans les assistants connectés avec Alexa. Puis, il n'y a pas qu'Amazon. Maintenant, il y a aussi Apple, il y a Google qui sont très présents. Quelle sera la place Nicolas, quelle sera la place des GAFA, de ces grands groupes internationaux dans l'audio digital et quelle sera la place pour les acteurs indépendants? Disons qu'effectivement, est-ce qu'on considère Spotify comme un GAFA? C'est vrai que c'est leader sur la partie streaming audio. Streaming audio et même aujourd'hui au niveau des podcasts, en termes d'hébergement, ils sont quand même assez costauds. Ils font des campagnes nationales où justement ils mettent en avant le fait qu'ils ont des podcasts natifs et qu'ils hébergent aussi des podcasts assez costauds. Donc je dirais que effectivement ça reste un compétiteur. Après, si on parle des GAFA purs, Apple était quand même l'une des premières plateformes à proposer du podcast, audio comme vidéo. Et je parle de ça, donc ça ne va pas non plus nous rajeunir, mais dans les années 2000. Moi, je n'étais pas né, moi. Amazon, eux, j'ai plus l'impression quand même qu'ils ont été chercher le segment du livre audio avec Audible. Ça reste de l'audio digital, évidemment. Mais je pense que c'est un choix qui se révèle efficace, mais où aujourd'hui, ils y vont petit à petit sur le podcast. Et après, si on parle GAFA, j'ai envie de dire qu'il y a les réseaux sociaux tout de même aussi qui s'y mettent beaucoup. On voit de belles évolutions depuis quelques mois et on va en voir d'autres dans les mois et années à venir. On peut prendre l'exemple de Twitter qui a lancé Space, donc des salles de discussion similaires à Clubhouse, le buzz de l'hiver dernier qui a fait plouf. Quand même. Qui a fait un peu plouf quand même. Mais voilà, Twitter se l'approprie. Donc, on peut se dire qu'il va se passer beaucoup de choses et qu'évidemment, les GAFA vont s'y mettre également. Kamel, les GAFA sont là, mais pas que. Il y aura des acteurs aussi indépendants, notamment le monde des médias.
Bien sûr, absolument. La question fait très l'Empire contre-attaque. Je pensais à Astérix et l'Empire romain, moi. Je voyais Audion aussi, en village gaulois. Les irréductibles français, les irréductibles gaulois, c'est ça. J'aime bien l'image. Non, en effet, Nicolas le disait, je ne vais pas répéter, les GAFA sont avant tout des acteurs qui proposent depuis très longtemps des technologies qui permettent d'héberger, qui permettent d'écouter du contenu. Considérer Spotify ou pas comme un acteur des GAFA, la différence à mon sens c'est que Spotify reste quand même plus ouvert qu'un Google par exemple, des stratégies qui sont relativement différentes. Après, moi, je suis convaincu qu'en effet, après l'essor de toutes ces technologies, notamment les smart speakers, on aura à un moment donné l'essor des voitures connectées également. Ces acteurs-là. On se rappelle qu'un Renault, à un moment, avait investi dans les médias avec en arrière-pensée aussi de peser dans cet écosystème. Donc, c'est très ouvert encore. Absolument. Absolument. Oh oui, c'est totalement ouvert. Mais tu as des acteurs comme Google qui se lancent aussi sur la partie média, on va dire, avec leur offre YouTube Audio. Donc, il y a une réelle envie de leur part d'aller sur ce marché parce qu'ils ont senti, notamment aux États-Unis, que le marché est là, le marché est présent, le marché pèse. Mais il y aura aussi besoin d'acteurs indépendants comme Audion pour fédérer tous les autres et justement les aider à peser face à ces géants. De la même manière que tu as eu des acteurs comme Teads, par exemple, sur la vidéo, qui ont fédéré un reach global en partant de la France, mais pour permettre de donner aux marques une alternative à ce qu'ils peuvent faire chez les GAFA. Tu auras aussi, à mon sens, et j'en suis convaincu, besoin d'acteurs indépendants. On l'espère, on croise les doigts. En tout cas, on travaille pour. On espère qu'on aura des acteurs comme nous qui arriveront à fédérer. Et on espère que vous irez même peut-être au jour au Nasdaq, même si c'était l'objectif de Teads qui ne s'est pas encore concrétisé. On parle de New York, on parle des États-Unis, ça me permet de faire ma transition justement. Nicolas, qu'est-ce qu'on apprend de ce qui se passe actuellement sur le marché US ou peut-être de ce qui se passe sur le marché britannique ou peut-être même, j'en sais rien, en Chine? Il y a des marchés qui sont un peu plus en avance que le nôtre, peut-être, sur l'audio digital et qui nous montrent ce que sera l'avenir prochainement? Si on se replonge dans les chiffres qu'on a vus tout à l'heure, j'ai envie de dire que l'Europe et principalement la France, on n'est pas en retard ou en tout cas pas en reste sur l'audio digital, particulièrement sur le podcast. On a quand même effectivement une expansion et une consommation du podcast qui a explosé, disons, sur ces 2 dernières années. Mais effectivement, les US, c'était il y a peut-être 5 ans. Ils ont cette avance, entre guillemets, calendaire, mais ce n'est pas pour autant qu'on est en reste. On a aujourd'hui, nous, des acteurs, on en a vu plusieurs aujourd'hui, qui proposent déjà énormément de choses très innovantes. Donc, j'ai presque envie de dire qu'ils ont peut-être même besoin de s'inspirer de ce qu'on peut faire au niveau Cocorico. Mais effectivement, ouais, au niveau du marché publicitaire, il y a plein de choses intéressantes. Et même s'ils ont effectivement, je dirais, un petit peu d'avance, il y a quelques innos à prendre en compte, mais on n'est vraiment pas en reste. Kamel, Audion a commencé à se déployer en Europe. Quel parallèle on peut faire avec les autres marchés? Écoute, en effet, on n'a rien à envier, j'ai envie de dire, au niveau européen aux autres marchés. On a la chance en France d'avoir de super ingés qui sont capables de développer de super technologies qui nous permettent d'innover et d'être en avance sur certains leviers. En termes d'audience, on n'est pas en reste. On a des acteurs qui sont énormes en termes de création de contenu, en termes d'écoute. Je pense à Radio France notamment, qui est le premier producteur de podcasts européen et qui est probablement l'acteur qui a le plus d'audience en Europe. Peut-être que la BBC est devant Radio France, mais en tout cas, Radio France compte sur le marché européen. On a des acteurs médias. Un virage qui avait été entamé par Mathieu Gallet, qu'on avait accueilli au forum de la MMA il y a quelques années. Oui, qui nous avait raconté ça. Ouais. Qui est un grand précurseur de l'audio digital. Et qui a lancé d'ailleurs Magellan, bien sûr. Absolument, c'est ça, ouais, absolument. Une super app qui permet d'écouter. Qui nous écoute aussi et qu'on salue. Eh ben, on le salue. Et du coup, oui, on n'est pas en reste en termes d'audience. En revanche, c'est vrai qu'on a encore une petite marge au niveau du chiffre d'affaires qui est généré sur le marché audio digital en France, notamment si on compare avec ce qui se fait au UK. Alors les États-Unis, je les laisse vraiment de côté parce que les États-Unis, c'est un marché qui est assez particulier, qui est assez énorme.
Mais sur le marché européen, on a encore une phase de croissance à prendre qui, à mon sens, va passer par justement continuer ce travail d'évangélisation autour de ce format qui est le digital audio et qui est aujourd'hui et doit continuer d'être considéré comme un format du digital, un peu comme le font les Anglais. Aujourd'hui, l'audio digital est acheté par des acheteurs en digital, est acheté en programmatique et permet d'entrer dans des plans en digit qui permettent au marché de se développer. En France, on a encore une petite marge de croissance, mais quand on reprend tous les éléments qu'on vient de citer avec Nicolas, franchement, dans quelques années, le marché français peut être leader européen très facilement. Ouais, on sent qu'on va dans la bonne direction et qu'on peut être optimiste. Nicolas, ça serait quoi le mot de conclusion, le hashtag de conclusion? Si j'aurais un petit hashtag, j'ai envie de dire Génération Podcast. C'est joli, Génération Podcast. En tout cas, Mediacom accompagne les annonceurs pour s'adresser à cette génération. Merci Nicolas pour ce témoignage. Et puis on verra pour les codes PlayStation plus tard. Kamel, oui. Un mot de conclusion, ce serait quoi? Oui, pour la PS5, FIFA, etc., c'est secondaire. Non, j'en aurai plusieurs. Génération digital audio, j'aime bien. Innovation également. Digital, j'en aurai un paquet, mais voilà, le but je pense de cet événement, de ce qu'on a tous voulu expliquer autour du digital audio, c'est de mettre en avant toutes les innovations qu'il y a sur ce marché qui bouillonne depuis quelques années déjà. On sent à vous écouter que c'est très dynamique. Énormément d'acteurs qui se positionnent et qui lancent des choses qui sont vraiment très chouettes, avec beaucoup d'ambitions, des ambitions européennes, des ambitions globales. Donc les mois et les années qui viennent sont ultra positifs pour ce marché. Super, et ultra positif pour Audion. On le voit, une startup qui explose à travers l'Europe. Merci Kamel également pour ce témoignage. Est-ce qu'on a quelques instants pour des Q&A? Parce que je n'ai pas vu en fait sur la partie chat. Il est déjà 10h08. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une ou deux questions. Je ne vois pas le. Alors, on a une question sur les abonnements, sur les podcasts payants. Ouais, j'avais vu effectivement sur l'abonnement que propose Apple récemment cette question. Effectivement, c'est assez récent. Donc c'est un moyen pour les publishers d'avoir une alternative à la publicité et de faire payer l'accès à leur contenu, à leur communauté, c'est ça? Ouais, d'avoir des accès exclusifs à du contenu en avant-première, ce genre de choses. Un petit peu au final, comme peuvent le faire aujourd'hui des Spotify ou même Apple Music, c'est vraiment avoir son contenu sans publicité, de pouvoir avoir des contenus et vraiment exclusifs des différents podcasteurs. Donc, c'est un plus, effectivement. Aujourd'hui, on n'a pas les chiffres à savoir si ils ont beaucoup d'inscrits, mais effectivement, c'est des offres qui peuvent être pertinentes pour certains auditeurs. Ouais. Ok, est-ce qu'on a une autre question? Pas d'autres questions? Bon, écoutez, je vous propose de mettre un terme à ce petit déjeuner de la Mobile Marketing Association en musique. J'espère que vous entendez tous ce petit jingle de saison. Il nous manque les bonnets de Noël, là, Jérôme. On va les mettre, Kamel. Vous pourrez retrouver très prochainement ce podcast, cette vidéo sur la chaîne YouTube du marketing mobile, sans doute d'ici demain ou après-demain. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de mobilemarketing.fr pour voir les prochains événements qui seront prochainement mis en ligne de l'association sur l'année 2022. Ils seront à nouveau très nombreux. Est-ce que Vadim est encore là? Toujours là, écoute. Vadim, qui est notre Père Noël, un petit peu. Mais j'adore tes bandes-son, Jérôme. J'ai bossé. T'as bossé dur, ça se voit. Pour ce petit-déj, je me suis dit qu'il fallait que je mette le curseur un peu plus haut. Ah, t'as mis le paquet là. Ouais, et on peut rejoindre évidemment, Vadim, la Mobile Marketing Association pour travailler sur ces sujets autour de l'audio. Oui, bien sûr, évidemment, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Agathe pour rejoindre ces sujets audio digital. Et pour tout
autre sujet du mobile, n'hésitez pas évidemment à m'envoyer un petit mail ou à me contacter. Voilà, alors on peut écrire à coordination@mmaf.fr, aller sur le site Mobile Marketing, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, on en a parlé, et LinkedIn, où nous sommes aussi de plus en plus actifs. Moi, il me reste à vous remercier à toutes et à tous de nous avoir écoutés ce matin. Remercier aussi Kamel et Audion pour avoir été le partenaire de ce petit déjeuner. J'espère qu'on a répondu à votre question. Pourquoi investir l'audio digital ? Tout simplement parce que c'est le format de demain et de plus en plus d'annonceurs en sont convaincus. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et pensez à vous protéger de ce Covid. On espère qu'il n'y aura pas trop de vagues l'année prochaine. Et bonne fin de journée à tous et à tous. Merci à tous, bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir, à bientôt. Au revoir.